Eh bien, je crois que, voilà ma théorie. J'ai une théorie sur Herzl. Elle se trouve ici. Quelle est l'évolution de sa vie psychologique et du cheminement de sa pensée durant son existence? Herzl, depuis sa jeunesse, comme je l'ai dit auparavant, il a subi de l'antisémitisme, il a été humilié, ça l'a affecté. Alors lui, comme son idéal, c'est les non-juifs, donc il va prendre en considération les arguments antisémites pour en fait les entendre réellement comme vérité et chercher à enlever ces caractéristiques mauvaises juives qui empêchent les juifs finalement et lui-même de pouvoir s'intégrer et à être aimé des non-juifs. Donc Herzl, il croit à l'amour des non-juifs envers les juifs. Herzl croit totalement qu'il peut être aimé des non-juifs. Il est dans le but, dans la pensée idéale des Lumières, de la Révolution française, de la messianité. Maintenant, on n'a plus besoin d'aller ailleurs que l'Europe. Il idéalise l'Europe. Cependant, Herzl, je crois bien, il est fort possible qu'il a du mal en fait à choisir. C'est-à-dire qu'en fait en lui, il a deux postures intérieures. Il a comme deux identités. À la fois, il est cet ancien juif, ce juif sensible, victime, honteux de lui-même, intérieur, qui parfois, qui va dire il subit l'antisémitisme, ok, et en même temps, comme il aime tellement le goy, c'est son idéal, donc il en est arrivé à l'intégrer en lui. Il s'est tellement identifié aux non-juifs, c'est qu'il a intégré le goy en juif, donc il a intégré aussi la pensée non-juive, qui est celle de l'antisémitisme. Donc Herzl, en fait, il a en lui deux identités. Et parfois, ça se contredit intérieur. Il a une sorte de conflit intérieur entre deux identités. Est-ce qu'il est ce juif sensible, victime comme les autres, et qui, lorsqu'il est confronté à l'antisémitisme, alors il ne peut être que dans la défensive, soit subir, soit avoir honte, et il ne peut qu'être une victime qui va simplement chercher à s'en défendre, ou bien carrément il est l'autre opposé, il est l'agresseur, il est le dominateur, il est celui qui a la haine et la rage antisémite, mais comme ça se passe tout ça en lui, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a des ressentis antisémites contre les Rothschild ou contre les autres personnes, qui sont les personnes même que les clichés antisémites renvoient, quand lui aussi il a ce ressentiment, après il se dit mais en fait moi aussi je suis juif. Donc, il a du mal en fait à passer le cap, à être totalement antisémite. Ça se comprend très bien. Vous voyez, même qu'il fait sien l'antisémitisme, il sait au fond de lui qu'il est juif. Et il est possible qu'il est aussi conscient que c'est justement sa faiblesse juive, sa sensibilité juive, qui en fait est sensible à la haine des autres, à l'antisémitisme, qui le rend antisémite. C'est-à-dire qu'il est conscient que s'il ressent l'antisémitisme, que si lui aussi il en arrive à devenir antisémite, c'est parce qu'en fait il est tellement un juif sensible intérieur qui veut être aimé par les non-juifs, que lui aussi il va avoir des ressentis antisémites contre les Rothschild et contre ceux qui nous causent l'antisémitisme. Ok, le symbole même Herzl va prendre les Rothschild en grippe, ça veut dire c'est les Rothschild sont le symbole, comme pour les non-juifs, comme pour les antisémites, mais il a l'animosité antisémite se concentre pour lui chez les Rothschild. Et il va dire, j'en fais une affaire nationale, c'est-à-dire que les Rothschild sont la cause de notre misère nationale juive. C'est-à-dire exactement, puisque les antisémites, Rothschild est le symbole du juif, écrit, il a dit, j'aime pas ces gens, ce sont des marchands d'argent. Comme les Rothschild en fait sont des gens qui créent l'antisémitisme, sont l'incarnation même que les clichés antisémites renvoient et projettent l'image du juif à travers les Rothschild. Donc ça cause aux juifs pauvres de la masse, aux juifs prolétaires et à lui aussi, d'être victime dans la société ambiante goy, auquel on veut s'assimiler, à avoir une résistance, à être rejeté. Donc il en arrive lui aussi à retourner cette haine, qui en fait à la base est contre lui, parce que ce qui l'embête à lui, qu'il n'arrive pas à être aimé des non-juifs, il va lui aussi haïr les juifs de richesse, d'argent, et comme ça, à ce moment-là même, il a l'impression qu'il est tout d'un coup, il participe, il est aimé, que lui aussi c'est un non-juif. Alors Herzl a du mal, c'est-à-dire que même quand il a cet antisémitisme, il comprend bien que c'est sa faiblesse juive. C'est-à-dire que si lui, il avait été un juif comme Rothschild, il avait atteint cette classe sociale comme les Rothschild, il en aurait rien à foutre en fait de l'antisémitisme qu'il y a dans la masse contre les Rothschild, parce que de toute façon il a atteint le pouvoir,
il participe à l'oligarchie financière qui ont le pouvoir dans la société post-révolutionnaire. Donc, l'antisémitisme ne l'affecte pas. Il affectait l'antisémitisme que parce que lui, il participe à la classe moyenne. Donc, il est victime de l'antisémitisme que Rothschild causerait à lui. Donc, lui aussi, il va avoir l'antisémitisme contre Rothschild pour avoir tout d'un coup le sentiment que lui aussi, c'est un non-juif, qu'il est intégré à la société des non-juifs. Donc, Herzl, il peut avoir conscience que son antisémitisme, c'est pas un vrai antisémitisme. C'est un antisémitisme purement juif, purement sémite. C'est sa judaïté qui est en lui qui parle. C'est sa sensibilité, sa faiblesse juive victime qui parle, qui souffre de ne pas être aimé. Donc lui aussi, il se met à haïr ceux qui ne causent à lui de ne pas l'aimer. Donc il est entre les deux. Il n'est pas véritablement antisémite. Et il ne sait pas en fait s'il faut à ce point-là réellement devenir antisémite. Vous voyez, son antisémitisme, c'est un judaïsme. Par contre, quand arrive l'affaire Dreyfus, voilà le déclic. Il y a un phénomène qui se passe, c'est qu'il voit un juif français, républicain. On ne peut pas être plus assimilé que le général. Colonel Dreyfus, celui qui, même son nom, dire, il était totalement dans les valeurs de la République, il était intégré, il avait même un rang élevé dans l'armée. Et même contre lui, on a osé, c'est-à-dire que la phrase qu'il a dit quand il sortait pour être emmené en prison et en exil, il a dit « Je suis accusé parce que je suis juif ». C'est-à-dire qu'en tout cas, pour Herzl, c'est ça qui l'a percuté. Le fait qu'il ait dit ça, le général Dreyfus, Colonel Dreyfus, ça voulait dire que Herzl, il s'est dit « En fait, c'est pas possible. Il n'y a aucun moyen pour un juif de s'assimiler. » Ça veut dire que lui, il a pensé autrefois que finalement l'antisémitisme était une bonne chose, c'était simplement une réalité, parce que le juif avait des mauvaises caractéristiques. Le juif qui sortait du ghetto avait des comportements, c'était un Rothschild. Il profitait de la masse pour s'enrichir, et peut-être qu'il faisait du mal à la masse. En gros, c'était l'anticapitalisme total. Donc, Herzl, avant, il croyait, il supposait, il croyait encore à l'idéal révolutionnaire, à l'idéal des Lumières de la Scala, Moshe Mendelssohn, la réussite, l'intégration parfaite avec les non-juifs. Et l'antisémitisme devait être écouté parce qu'il nous apportait bénéfice en nous bonifiant, en nous apprenant à nous éduquer et à enlever nos mauvais comportements. Alors là, on voit un juif républicain, un juif qui totalement ne peut... C'est loin d'être un Rothschild. Voilà, en fait, c'est l'antithèse. Là, le professeur, si le général Dreyfus, ça veut dire qu'il est l'incarnation, il n'est plus l'homme, le juif de l'argent, le juif mauvais qui gratte et qui va profiter sans travailler, simplement être un marchand d'argent avec tout la description mauvaise qu'en font le cliché dégoûtant du juif profitant des gens et s'enrichissant sur le dos de la masse goy, si on peut dire. Le juif aussi, en fait, il n'est plus ce juif-là, puisqu'il est le juif intégré, le juif assimilé, il est dans l'armée, il est même en rang élevé de l'armée. Il n'est pas un juif individualiste sans territoire, qui son seul repère, c'est l'argent, donc il puise la bénédiction extérieure. C'est une censure de la bénédiction, de la matérialité pour se faire son monde à lui. Pas du tout. Il est vraiment le juif le plus assimilé possible. C'est le juif français qui a réussi l'intégration. Tellement réussi qu'il a atteint des niveaux élevés de l'armée. Et lui, on lui fait un procès injuste, une histoire injuste, on l'accuse injustement. Et lui-même, il le dit en sortant, je suis accusé parce que je suis juif. Et bien Herzl, ça a été un déclic. Il s'est dit en fait, il n'y a pas moyen. C'est pas possible que, même si on va nous se bonifier, même si on va s'arranger, même si on arrive à s'assimiler, le fait qu'on ait encore une trace juive en nous, un non-juif, qu'on sache qu'on est juif, ok, eh bien, le juif aura toujours la caractéristique du diable,
la caractéristique mauvaise. En fait, philosophiquement, si on peut dire, c'est que Herzl, tout d'un coup, il a compris la véritable intention antisémite, non sincère ou terriblement sincère, de Drummond. C'est-à-dire que le but de l'antisémitisme, c'est pas de faire du juif. C'est pas simplement de dire au juif son défaut pour qu'il les change, pour qu'il les modifie, pour qu'après il puisse être aimé de nous et s'intégrer au goïm. Pas du tout. L'intérêt de l'antisémitisme, c'est justement de projeter la mauvaise image du juif, en faire le profil sataniste, pour qu'en contrepartie, spirituellement, le non-juif se pense en concurrence au même niveau que lui et même meilleur. C'est exactement le retour de l'anti-judaïsme, où le judaïsme était l'image dans laquelle, la religion dans laquelle nous on se pense et qu'on dépossède sa spiritualité pour que nous on se pense supérieur à lui. Donc le judaïsme doit être banni, déchu, et nous élevé. Donc c'est toujours un face-à-face, un regard où on se pense grâce à l'identité de l'autre. Sa propre identité valorisante, on ne l'a que parce qu'on voit face à nous une identité ressemblante, mais mauvaise et déchue. Nous sommes lui le mauvais et nous le bon. Et pareil, les juifs, ils peuvent aussi imaginer que le goy c'est le mauvais et nous le bon. Donc il y a toujours une identité qui se pense dans le regard de l'autre. Ça, c'est l'antisémitisme. Herzl voit qu'il y a ici un antisémitisme qui est injuste en fait, qui n'a aucune place. Un antisémitisme qui est irrationnel. Un antisémitisme qui simplement par le non-juif ou par la connaissance qu'il est juif, on lui fait une injustice gravissime, alors qu'en fait, on peut rien lui reprocher. Donc là, Herzl comprend qu'en fait, mais Herzl n'a pas abandonné l'idée que c'est nous qui avons causé l'antisémitisme. Herzl n'est pas superstitieux à ce point-là. Il ne pense pas que l'antisémitisme c'est une force irrationnelle chez les non-juifs, et qu'en fait nous sommes les bons, et que les non-juifs sont des gens mauvais, avec une agressivité barbare, irrationnelle, qui simplement voulait prendre en proie le juif. Pas du tout. Simplement il se dit que les Rothschild, ce qui nous ont causé, l'image qu'ils nous ont causé, l'affaire nationale, la cause de la misère nationale juive qu'ils nous ont causé, ok, la répercussion de cet antisémitisme, il en va même sur des gens qui, eux, n'ont rien de reprochable, n'ont rien de sémite, n'ont rien de ces mauvaises qualités défectueuses que la juiverie peut représenter et peut avoir dans le monde. Même les juifs les plus assimilés et les plus goy, en fait, ils pourront être atteints d'antisémitisme. Et ça, Herzl l'a touché personnellement. Parce que Herzl, lui, il est ce juif qui cherche totalement à être comme un goy, à être blanc, à être parfait, à être assimilé, à n'avoir aucune tare juif dans lui. Alors, il s'est vu dans Dreyfus, voilà le chidouche, il s'est vu dans Dreyfus, il s'est projeté dans lui. Dreyfus, c'est ce que lui, il souhaite être, c'est l'idéal que lui-même il aurait aimé être et que pour tous les juifs assimilés, on doit être. Donc, il s'est imaginé et est arrivé à comprendre que voilà, si même on arrive à cet idéal de Dreyfus, même tous on arrive à être comme Dreyfus, même si la communauté entière arrive à être comme Dreyfus, ben voilà que Dreyfus, il est agressé, il est accusé d'intensité, il est injustement parce qu'il est juif. Donc le mot juif, l'identité juive sera toujours un prétexte, sera toujours un moyen pour lui incomber des injustices et de la haine alors qu'il n'en mérite pas. Voilà la conclusion que Herzl arrive grâce à l'affaire Dreyfus. Or, ce basculement idéologique chez Herzl, normalement, on se serait attendu à qu'au contraire, il revienne à la judaïté innocente, à la juiverie innocente, où il va se dire, mais en fait, c'est pas vrai. S'il y a l'antisémitisme même sur un juif qui est assimilé, c'est qu'en fait, l'antisémitisme est mauvais par lui-même. Et une révélation obscure est un côté noir de mal chez les non-juifs. Alors ça, Herzl, il ne peut pas penser ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Herzl, il ne peut pas penser, il ne peut pas entendre ça, il ne peut pas imaginer, il ne peut pas penser qu'en fait, les non-juifs, on peut avoir en eux quelque chose de noir, de mauvais, quelque chose de barbare, et que nous serons mieux qu'eux, nous serons plus humains, si on peut dire, et qu'eux auraient quelque chose de moins, d'inférieur, avec une agressivité animale, que injustement, irrationnellement, ils voudraient nous dévorer, nous attaquer irrationnellement. Ça, il ne peut pas entendre ça, c'est pas possible pour lui. S'il y a un antisémitisme, c'est qu'il y a forcément une bonne raison. Voilà. Tellement il valorise le goy, tellement il idéalise le goy, c'est que simplement, il prend conscience que, grâce à Dreyfus, que
La juiverie est arrivée à causer une attaque sur les juifs, même les plus assimilés. Voilà. Et non pas, il n'a pas fait, voilà, c'est-à-dire dans son conflit intérieur, dans sa schizophrénie intérieure, dans son conflit entre ces deux identités qu'il a, à la fois son identité originale judaïque, ce juif sensible, victime et complexé qui est en lui, et à la fois ce juif assimilé, ce goy qu'il a intégré en lui, qu'il aspire. Ce conflit intérieur qu'il avait jusqu'à présent, qu'il n'arrive pas à résoudre, ok, là il aurait pu le résoudre et se dire, mais en fait, il aurait pu revenir en fait à la vision traditionnelle des juifs, ce qui est aujourd'hui, c'est de se dire, non, nous sommes simplement des gens très bons, des gens bons et gentils, et que c'est eux qui ont une... Et c'est eux les méchants, gratuits. Bah non, Herzl n'a pas pris cette conclusion de l'affaire Dreyfus. Herzl n'a pas conclu de l'affaire Dreyfus qu'en fait, il y a chez le non-juif une sauvagerie irrationnelle qui prend le nom d'antisémitisme, et que nous serons des victimes, des gens bons, et que nous serons simplement victimes, pas du tout. Herzl il reste sur l'idée que l'antisémitisme a une cause rationnelle, a une cause réelle, c'est-à-dire c'est à cause de mauvais... Ce sont les Rothschild, à cause de mauvais gens qui ont une attitude, qui sont des parasites à la société, à cause de l'argent, etc., etc. Et que... Mais simplement, c'est que nous, les Juifs, qui voulons s'assimiler, c'est pas possible pour nous. Nous ne pourrons pas réussir notre assimilation, notre intégration, même en n'ayant plus toutes les tares juives parasites comme ceux de Rothschild, car même si nous serons comme ça, nous serons rejetés. Voilà. Donc Herzl, en fait, il est dans une pensée pratique. Il n'est pas en train de réfléchir sur la cause, il ne prend pas une conclusion philosophique ou psychologique de l'affaire. Simplement, il reste sur son idée de base, que l'antisémitisme a une cause concrète, okay, mais il voit que concrètement, ça ne tient pas. Ça veut dire que son idéal, son projet de vouloir modifier le juif, et qui avait été autrefois sa raison pour laquelle il a voulu convertir les enfants de la communauté avec le pape, fièrement, en pleine journée, pour que finalement, montrer que ce n'est pas un acte de lâcheté de se convertir au catholicisme, et qu'une fois que les enfants grandissent, ils seront bien, ils seront dans la société, ok. Herzl voit qu'en fait, même quand tu es intégré, même quand tu t'enlèves toutes les tares du juif, eh ben, tu seras toujours antisémitisé, tu seras toujours pointé juif, et tu pourras toujours être accusé comme juif. Et ça, pour Herzl, c'est une déception, c'est un échec. Ça veut dire que ce à quoi il croyait que le juif pouvait s'enlever la malédiction juive, en adoptant toutes les bonnes vertus des non-juifs, des chrétiens, bah, il voit que ça ne tient pas. Mais attention, pas parce que réellement ça ne tient pas, parce que le non-juif, forcément, le mot, parce qu'on a encore un antécédent juif, alors ça nous rendrait irrationnellement complètement exclu de la société. Parce qu'en fait, le non-juif a tellement une caractéristique démoniaque au sein des non-juifs, à cause des Rothschild, à cause de tous les gens qui sont des parasites à cause de l'argent, eh bien, nous ne pouvons pas, nous, ceux qui voulons modifier ce mal, nous qui voulons être des bons goy, malgré tout, nous ne pourrions pas être aimés des non-juifs. Voilà la conclusion que Herzl prend de l'affaire Dreyfus. Donc, suite à l'affaire Dreyfus, Herzl, en fait, il prend une conclusion encore plus radicale. Voilà toute la nouveauté de Herzl. C'est qu'avant, il avait une sorte de remords un petit peu, il revenait des fois à la posture juive intérieure, il était conscient que son antisémitisme, en fait, c'était un antisémitisme, c'était sa judaïté sensible en lui qui parlait, parce qu'il doit être aimé des non-juifs. Mais là, quand il voit qu'en fait, voilà ce que les juifs de l'argent, les Rothschild nous ont causé, qu'en fait, même si on veut s'intégrer, même nous les juifs de la masse, les juifs à la classe moyenne, on veut s'intégrer totalement, on n'a plus rien de mauvais en nous, d'état juif qui nous rendrait haïssables. Malgré tout, on peut être victime d'antisémitisme. Donc là, il se dit, ça il s'est perdu. Et donc là, en fait, il balance non pas du côté juif, judaïque, dans sa posture intérieure, mais dans la posture antisémite totalement. C'est-à-dire, il se dit, de façon perdu pour perdu, il voit que l'antisémitisme, il est dominant. C'est lui qui a gagné. Entre le sémitisme et l'antisémitisme, eh ben, c'est l'antisémite qui a gagné. L'antisémitisme, l'antisémite, qu'on le veuille ou non, c'est la force dominante dans la société.
Et donc, faut plus chercher à concilier les deux identités, à concilier l'identité judaïque avec les antisémites, en essayant d'arranger la judaïté pour qu'elle puisse s'arranger et se faire bien voir de l'antisémite. Ça ne sert plus à rien. Même si tu fais bien voir de l'antisémite, l'antisémite, il pourra toujours t'antisémitiser, toujours te rendre haïssable. Donc Herzl te dit, c'est simple, le choix maintenant il est clair, il n'y a plus rien à faire, perdu pour perdu. Il balance dans la posture antisémite totalement. Ça veut dire qu'il va balancer, il va faire son choix qu'avant il n'arrivait pas à faire, son choix intérieur mental. Il va se positionner de la posture totalement du côté des non-juifs antisémites. Voilà ce que là se passe quelque chose. Là, Herzl il passe à un deuxième stade dans sa vie, à un stade tout à fait nouveau. Et c'est ce deuxième stade qui va lui donner l'envie, l'idée, l'intuition de faire un état pour les juifs. Comment se fait-il? A priori, il n'y a plus rien à espérer, vu la situation. Vu la situation, même un Dreyfus se fait antisémitiser, il n'y a plus rien à espérer de la Scala. Effectivement, Herzl prend conscience de ça, qu'il n'y a plus rien à espérer de la Scala, où c'est en Europe qu'on pourra être aimé. C'est pas possible. Les Juifs ont tellement mis une sale image de nous qu'on ne pourra pas devenir des bons goys. Donc la lutte, en fait, la lutte pour la question juive, la réussite à l'intégration, à cause de l'antisémitisme, est perdue d'avance. Voilà ce que Herzl arrive à comprendre. Et Herzl aura une phrase. Ce fut une erreur de la part des libertaires doctrinaires de croire qu'on peut rendre des gens égaux par un décret au journal officiel. Donc là, en fait, Herzl, il est en train de renier la Révolution française de Robespierre, la Révolution de 1791 qui a intégré les Juifs, qui les a rendus citoyens français égaux avec nos Juifs. Là, il dit, c'est une erreur de la part des libertaires doctrinaires, de ceux qui ont voulu, avec leur doctrine de liberté et d'égalité, de croire qu'on peut rendre égaux les Juifs avec les non-Juifs simplement par un décret au journal officiel. En fait, pour lui, c'est pas possible. En fait, l'antisémitisme est la cause de l'émancipation des Juifs. C'est l'émancipation des Juifs qui a causé l'antisémitisme. Parce que c'est les Juifs en eux qui ont des mauvais caractères, je vais vous lire. Je comprends la nature de l'antisémitisme. Nous autres Juifs, bien que ce ne soit pas de notre faute. Donc déjà, il y a une différence avec les antisémites, avec Drummond. C'est qu'eux, s'ils vont attaquer les Juifs, les antisémites qui vont attaquer les Juifs, c'est qu'ils justement vont dire que c'est de leur faute. Ils veulent rendre coupable le Juif pour qu'il soit coupable. C'est-à-dire que le Juif il est mauvais parce qu'il est mauvais, c'est tout, et on ne cherche pas à l'arranger. Or lui, il voit un peu différemment les choses, et il dit c'est pas notre faute. Bien que ce ne soit pas de notre faute, nous sommes demeurés encore étrangers dans les différentes nations où nous vivons. Dans le ghetto, nous avons adopté un certain nombre de comportements antisociaux. Voilà, donc lui, la cause antisémitisme, c'est les comportements du ghetto qui nous ont rendus antisociaux. Parce qu'effectivement, à l'époque, ils ne pouvaient pas faire toutes les professions que les non-juifs chrétiens pouvaient faire. Ce qui était propre aux juifs, c'était l'usure, le prêtement par intérêt. Alors voilà, le prêtement par intérêt a rendu le juif antisocial. Le harcèlement a corrompu notre caractère. Et il faudra un contre-harcèlement pour l'amender. C'est-à-dire que pour lui, c'est justement, s'il y a une force opposée, une énergie opposée à la juiverie, au harcèlement que le juif s'est éduqué malheureusement dans le ghetto, il faudra un contre-harcèlement donc de l'antisémitisme pour le forcer à le modifier. Lorsque le juif ne s'occupe plus d'argent et exerce des professions qui leur étaient interdites jusqu'alors, il s'approprie en grande partie le gagne-pain de la classe moyenne. Pourtant, l'antisémitisme, force puissante et inconsciente parmi les masses, ne fera pas de mal aux juifs. Je considère qu'il aidera à forger le caractère juif. Voilà que Herzl, et ça il l'écrit un mois après qu'Alfred Dreyfus a été déporté. Ça montre bien que Herzl, suite à l'affaire Dreyfus, son choix a été fait. Son choix intérieur entre les deux postures, les postures de son identité juive, son sentiment intérieur juif, et la posture du goy qu'il a intégré, par lequel il cherchait à lui plaire, tout d'un coup, là, il ne cherche plus à plaire, simplement à plaire aux non-juifs intérieurement, par son antisémitisme, et donc en se conformant aux clichés antisémites. Ça ne sert à rien de se conformer aux clichés antisémites, puisque tellement
l'image du sale juif a été imprégnée sur nous, c'est que maintenant, il balance, il fait son choix, il se met dans la posture totalement antisémite, il dit ça ne sert à rien. Et donc, il devient, si on peut dire, il devient antisémite, c'est-à-dire qu'il accepte totalement l'idée, il se met du côté, il se range du côté des non-juifs total. Et donc en fait, il abandonne sa part sensible en lui, sa part juive complexée, honteuse, souffrante de ne pas être aimé. Il l'abandonne. Et là, il se rend compte quelque chose. Voilà ma théorie. Il se rend compte quelque chose, Herzl, que une fois qu'il a totalement accepté l'antisémitisme, et il ne cherche pas simplement à l'entendre pour concilier, pour modifier sa judaïté face à l'antisémite, là totalement, il ne cherche même plus à être juif en fait. Il abandonne sa judaïté, ça sert à rien. La judaïté, elle est vouée à l'échec, elle est vouée à être toujours antisémite. Donc perdu pour perdu, il abandonne sa sensibilité juive, il se jette dans le gouffre dans l'antisémitisme. Il accepte totalement cette idée. Une fois mais pas parce qu'elle est forcément vraie, voilà toute la différence avec avant. Pas parce qu'elle est forcément vraie, puisque voilà que c'est pas vrai. Puisque moi-même, le juif Herzl, ou le juif Dreyfus, on est totalement devenus des goïs. On est totalement devenus des gens qui sont émancipés, qui avaient enlevé toutes les tares juives. Donc c'est pas vrai, c'est antisémitisme. Et pourtant, il existe toujours. Or Herzl n'est toujours pas dans la posture de défense. Ah, s'il existe toujours et que nous, on est des gens bons, ça veut forcément dire que les juifs sont des gens bons et que nous, des gens mauvais, pas du tout. Puisque l'idéal, c'est le goï. L'idéal, c'est l'homme européen occidental. Donc c'est lui qu'il faut toujours entendre. Et si lui, il est antisémite même que le juif, il n'est plus juif, il n'a plus tous les tares juifs, c'est que tout simplement la judaïté ne peut pas être aimée. Et que la force dominante dans la société, c'est la force antisémite. Or, comme nous voulons être dans la société dominante, donc ce qui est gagnant, c'est l'antisémitisme. Voilà ce que Herzl arrive à comprendre. La force dominante est l'antisémitisme. Et donc, il faut adhérer à l'antisémitisme, même dans sa forme irrationnelle, même si elle n'a plus de sens. Donc rien ne sert de chercher à se faire aimer du non-juif, puisque de toute façon, on ne sera pas aimé, parce que l'image, le non-juif, est porteur d'une saleté hideuse qui nous reste à toujours. Donc le non-juif a raison. Si l'antisémite, nous devons adhérer, c'est vrai. Mais il n'est pas une solution que de simplement se modifier à travers eux. Si on reste avec eux, il y aura toujours de l'antisémitisme. Voilà ce que Herzl arrive à comprendre. Herzl balance dans un vrai antisémitisme qui simplement n'a plus de sens. Simplement, le non-juif est porteur d'une image dégoûtante, et qu'on le veuille ou non, puisque c'est la force dominante, alors le choix est fait, il se range de la force dominante. Voilà ce que Herzl, le choix intérieur que Herzl fait dans ces deux identités qu'il avait jusqu'à présent, celle sémite, judaïque sensible, et celle agressive, forte, puissante, de l'antisémitisme. Or, ce qui vit Herzl en lui, voilà le chidouche, la nouveauté qui se passe. Il se rend compte que le moment où il a abandonné, il a laissé tomber sa judaïté, croyant pouvoir complexé, sensible, faible, croyant pouvoir s'améliorer pour ne plus être victime, une fois qu'il abandonne, ça ne sert à rien. Tout d'un coup, il sent une puissance en lui. Il sent qu'il est lui-même, il est plus victime. Il sent qu'il est plus victime d'antisémitisme. Il sent que tout d'un coup, il commence à ressentir au mieux et au plus profond. Et concrètement, il comprend il le vit en lui que l'antisémitisme, c'est simplement une force de pouvoir. C'est simplement une force de domination. Voilà, c'est la nouveauté. Voilà ce que Herzl a atteint et qu'aucun juif n'a atteint. Parce qu'aucun juif n'a fait ce pas, non seulement d'intégrer l'antisémitisme comme au début il l'avait, afin de s'améliorer, mais pire que ça. Là, il a fait un pas totalement vers le goy. Là, c'est le pas parfait. Il a fait un pas que personne n'a fait jusqu'à présent. Celui de totalement abandonner l'identité juive pour se ranger totalement dans l'identité antisémite. Et quand il se range dans l'identité antisémite, Herzl, il se sent mieux en fait. Il voit qu'en fait, c'est le juif qui est victime, c'est le juif qui est faible. Et le goy, par son antisémitisme, même irrationnel, il acquiert une puissance. Et donc Herzl, une fois qu'il comprend ça, que l'antisémitisme est une force de pouvoir qui te fait acquérir une puissance, et bien Herzl, c'est un individu qui sort totalement de l'identité de la masse juive. Parce qu'il sort de la psychologie juive traditionnelle, héritée. Jusqu'à présent, il l'avait, mais elle était en conflit. Il avait fait un pas vers l'avant, vers le goy, jusqu'à penser l'antisémitisme pour arranger le sémitisme qui est en lui.
la judaïté qui est en lui. Et à présent, il ne cherche même plus à arranger la judaïté. Il abandonne la judaïté comme quelque chose de totalement voué à l'échec. Un noir, un mal qui ne peut que rester mal. Alors il se met du côté de la force dominante dans l'antisémitisme. Ils ont raison parce que c'est pas parce qu'ils ont raison parce que c'est rationnel ou pas rationnel, ils ont raison parce que simplement c'est la force dominante. Ils se rangent dans cette force dominante. Et quand ils se rangent dans cette force dominante, tout d'un coup il sent qu'il acquiert une puissance, une force qu'il n'a pas. Qu'avant il n'avait pas. Qu'avant il se voyait être un juif pas sûr de lui, un juif faible. Et il voit maintenant que tous les juifs, d'où à la base il vient, les autres juifs, eux ils sont encore faibles, ils sont encore sensibles, ils craignent l'antisémitisme. Alors lui il craint plus l'antisémitisme. Il ne craint plus puisque il est devenu lui aussi, il s'est rangé dans cette classe antisémite, il accepte l'antisémitisme totalement. Et lui aussi il se met dans ce pouvoir. Et il voit qu'en fait c'est une force de pouvoir, que le goy, ça a une force de pouvoir extrême, c'est de pouvoir aller le juif, même gratuitement, même que c'est un juif totalement assimilé, qui a les mêmes caractéristiques que le goy, mais simplement c'est une force de domination. Et bien Herzl accède, grâce à l'antisémitisme, à un nouveau pouvoir. Herzl découvre un pouvoir que jusqu'à présent aucun juif n'a découvert. Et Herzl va s'élever, va entrer dans un pouvoir qui est préexistant au niveau de l'esprit, celui de la force antisémite. Quand il accepte de basculer totalement dans la force puissante de l'antisémitisme goy, il sent qu'il s'est élevé au-dessus de la masse. Il sent que maintenant il ne participe plus du tout à la conscience collective de la masse juive. Il n'est plus dans cette faiblesse juive, victimière. Il s'est totalement élevé au-dessus de ça, il se sent puissant. Il ne sent qu'il n'a plus rien à voir avec ces juifs du quotidien qui ont peur de leur judaïté et qui vont chercher à totalement s'assimiler, à vouloir effacer, à vouloir se faire propre, à vouloir se gentil, à enlever même tous les mauvais défauts que le juif pourrait avoir pour être bien vu du non-juif. Ça ne sert plus à rien. Il dit ça c'est mort. Ça c'est une entité faible, victime d'elle-même, qui est périmée. Lui, perdu pour perdu, il s'est rangé du côté des antisémites totalement. De la puissance dominante. Et quand il se range dans la puissance dominante, il sent tout d'un coup que lui-même il est devenu dominant. Il sent qu'il est devenu des gens du pouvoir. Il comprend ce que c'est le pouvoir antisémite. Et là, se passe un phénomène qui est extraordinaire. Et c'est ça la révolution sioniste. C'est la première fois dans l'histoire du monde où, en tout cas depuis l'exil, les juifs ont été une masse sans pouvoir, sans roi, sans oligarque, sans personne qui les dominait. Toute société goy, il y a la masse, et la masse est contenue forcément. Elle a besoin d'un pouvoir de personnages qui se retournent en dominateurs contre leur propre peuple et se crée un clivage intérieur entre la masse et les gens du pouvoir. Et les gens du pouvoir ont forcément une domination, ça veut dire une agressivité vers la masse. C'est obligé. S'il n'y a pas d'agressivité des gens du haut, eh ben, il ne peut pas y avoir de domination. La domination n'a lieu que parce que dans un groupe humain quelconque se crée un clivage interne où émerge une classe extrême, où quelques personnes, une minorité de gens s'élèvent et se retournent en dominateurs contre leur propre peuple et deviennent agressifs face à leur propre peuple. Et c'est l'agressivité qu'ils ont envers leur propre peuple qui cause au peuple de rester tranquille, qui les tiennent. Et ça n'existait pas chez les juifs, parce que les juifs ont été exilés de leur terre, donc sans pouvoir politique, sans roi, sans monarque, sans oligarque, ok, qui restent, ils étaient soumis au pouvoir dominant des non-juifs auxquels ils vivaient. Mais dans la communauté juive, il n'y avait aucun pouvoir élevé qui se retournait en dominateur contre les juifs au sens politique des choses. Ces choses-là, le pouvoir juif apparaît des individus juifs qui justement s'émancipent de la masse juive, qui laissent tomber la masse juive, comme les Rothschild. Les Rothschild sont l'exemple parfait. Ce sont des gens, une famille qui va sortir du ghetto, de sa pauvreté elle-même, dans laquelle elle était, qui va s'enrichir finalement pour rentrer dans la classe la plus élevée de la société goy, elles savent, et pour devenir un des pouvoirs, un des piliers de la société, de l'oligarchie financière de l'Occident, mais qu'en se levant au-dessus de la masse juive, abandonne, laisse tomber la masse juive. Alors Herzl, il haïssait les Rothschild parce que justement, ils étaient des gens comme ça qui avaient abandonné leur peuple et qui s'étaient élevés au-dessus de la masse juive et qui étaient devenus le symbole même des juifs auquel l'antisémitisme leur faisait le plus grand reproche et le plus grand dégoût. Donc l'image juive était incarnée par les pouvoirs juifs qui en fait n'étaient pas juifs, qui en fait ne représentaient pas, n'étaient pas liés à la masse juive pauvre. Alors Herzl était du côté des pauvres juifs, était du côté de la masse juive, c'était un juif qui se montait dans la masse et qui croyait pouvoir faire arranger la masse, l'améliorant
avec une pensée collective de la masse, en prenant en considération l'antisémitisme, pour pouvoir pouvoir arranger tout le monde, pouvoir faire intégrer la masse juive aux non-juifs. Alors là, Fred Dreyfus en est la preuve que c'est pas possible. Même en s'améliorant, on ne pourra jamais devenir des bons goïs. Les goïs m'ont toujours nous rejeté parce que le pouvoir juif s'est imposé dans le monde, c'est tellement une sale image que le juif est devenu une cible. Donc Herzl, il balance du côté de la force dominante des non-juifs, la force antisémite. Et là, il s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'il a fait un pas que personne n'a fait jusqu'à présent. Lui, il a abandonné la victimisation du juif intérieur. Il sent qu'il est devenu puissant, il sent qu'il a accédé à ce que c'est réellement la force du non-juif, la force antisémite. Et là, Herzl, il sent que c'est la première personne du monde, en tout cas à cette époque, de s'être élevé, d'être devenu un élite au sein de la communauté juive, mais un élite qui se retourne en dominateur. Parce que Herzl, maintenant, il est plus fort que tout le monde. Pourquoi il est plus fort que tout le monde? Parce que lui, il a totalement accepté l'antisémitisme, il est devenu lui-même antisémite, il s'est rangé du côté de la puissance antisémite, il a abandonné la judaïté faible et sensible et victime. Là, sociologiquement, scientifiquement, se crée un pouvoir juif à l'intérieur, se crée un mode de pensée, un fonctionnement mental que celui qui y accède, et Herzl est le premier à avoir accédé à ça, eh bien il y rentre, il devient le roi des juifs, il devient celui qui prend le pouvoir des juifs, qui est capable de se retourner en agresseur contre eux, et est capable de se retourner en dominateur contre sa masse. Herzl provient de la masse, et haït les juifs soi-disant, il est antisémite, soi-disant il va haïr les juifs qui s'élèvent au-dessus de la masse, mais grâce à son antisémitisme, qui va aller jusqu'au bout de cet antisémitisme, jusqu'à l'accepter, jusqu'à se ranger dans l'antisémitisme, et ben lui-même il s'élève au-dessus de la masse, mais non pas pour abandonner la masse comme les Rothschild, mais pour se retourner contre la masse, être les leaders et être le nouveau roi. Il incarne le pouvoir, la nouvelle classe. Le sionisme, c'est la création d'une nouvelle classe intérieure, c'est l'émergence, si on prend les choses impersonnellement, c'est l'émergence au sein de la masse juive, d'un clivage interne, d'une émergence, d'un élitisme, de quelques individus qui se retournent en capables, qui trouvent l'opportunité, qui trouvent la place de dominateur, et la place de s'élever au-dessus de la masse pour se retourner en dominateur contre la communauté. Or, la puissance qui permet aux juifs de se retourner contre la communauté faible, juif, pauvre, en dominateur, et puissant face à elle, et venir sa puissance de proue, sa puissance de chef, c'est l'antisémitisme même. Le juif qui va adhérer, qui va abandonner sa victimisation juive, sa faiblesse juive, pour passer totalement de la force dominante de la société, qui est la force du goy, de l'antisémite, et devenir lui aussi antisémite, et ben il a tout le sentiment qu'il acquiert une puissance d'un dieu, il rentre dans le pouvoir, il accède au pouvoir contre sa propre communauté, grâce à la puissance antisémite, parce que lui il est fort, lui il est capable d'être fort, comme les non-juifs, et eux sont restés faibles. L'antisémitisme devient l'énergie mentale, l'énergie puissante, l'énergie spirituelle, qui permet à celle de se retourner et d'accéder au pouvoir, et de se retourner en dominateur contre la masse. Le sionisme, c'est l'émergence d'une nouvelle classe, à l'intérieur, d'une masse qui jusqu'à présent n'existait pas de pouvoir, n'existait pas de personnes qui étaient les représentants, et qui en fait ne sont pas les représentants de la conscience collective. C'est une masse qui s'élève, qui devient plus importante parce qu'elle se pense plus élevée, elle pense qu'elle est plus éclairée. Le plus éclairé de Herzl, par rapport à tout le monde, le pas qu'il a fait, permet d'acquérir, d'entrer dans le clivage, et donc finalement dans la lutte des classes qui existe dans toute société, que Marx a bien défini, non pas une lutte des classes qui serait financière, mais une domination qui serait par la haine, par la captation de la force, de la puissance de l'antisémitisme, qui permet de dominer la masse juive. Herzl devient un élite dans la communauté juive. Il rentre dans l'élitisme, c'est-à-dire qu'il tout d'un coup, il accède au rang des dieux, au rang du pouvoir. Par cette perversion, par cette capacité à saisir la force du mal qui existe dans l'antisémitisme, qui n'est pas une force du mal, simplement, qui n'est pas une force du bien. Au début, naïvement, Herzl pensait que l'antisémitisme c'était une force du bien. C'était une bonne chose pour les juifs, c'était simplement un bon reproche qu'on leur faisait pour qu'ils se bonifient. Herzl se rend compte, une fois qu'il a totalement basculé dans l'antisémitisme, il a abandonné la part juive qui est en lui, il se rend compte que l'antisémitisme est une force de pouvoir dominante, extrême, très forte, contre la masse juive. Et comme il accède à l'antisémitisme, voilà d'où va lui provenir une idée,
il a un ressentiment qui n'est plus comme tout le monde du tout, il accède à un pouvoir que les gens n'ont pas, celle du pouvoir même, la domination, grâce au mélange du bien et du mal, grâce au mélange de la force antisémite et du bien qui serait, soi-disant, le bienfaiteur du peuple juif. Ok, ces deux forces mélangées, et surtout l'ingrédient antisémite accepté et totalement basculé là-dedans, c'est ce qui lui donne toute la conscience, l'esprit suprématiste de Herzl. Et c'est grâce à ça que Herzl, en fait, qui n'était rien, qu'il n'était qu'un journaliste, qui aura la confiance en lui et l'assurance totale pour finalement aller rencontrer les gens de pouvoir, les Rothschild, le pape, des gens Bismarck, des gens très importants. Comment se fait-il qu'un petit bonhomme qui a à peine 35 ans, 36 ans, 37 ans est capable de tisser tellement de relations, de parler avec des gens qui ont autant de pouvoir et finalement d'avoir un projet de pouvoir, un projet politique? C'est parce qu'en fait, il y a eu un jour, mentalement, au niveau de l'âme, de l'esprit, il a atteint le pouvoir, il a atteint le rang des dieux, parce qu'il a été capable de saisir la force du mal. Comment le mal peut être une force de domination contre la masse, comment le mal peut être une force de pouvoir. Il a accédé à quelque chose qu'il a élevé au-dessus de la masse, et à partir de lui, grâce à Herzl, a innové au sein de la peuple juif, au sein de la masse juive, au sein de la communauté juive, un clivage de classe, la possibilité pour certaines personnes qui ont un élitisme de s'élever à une domination, et pour ce faire, la force première, la force d'origine, c'est la puissance antisémite.